chers amis, bonsoir. Nous reprenons le cours de nos réflexions. Je suis ravi de reprendre avec Gabriel Martinez-Gros, qui nous fait l'amitié de venir depuis des années nous présenter chacun de ses livres. La traîne des empires, je l'ai déjà présenté sur mon blog, une brève analyse d'un livre extrêmement riche. Je vais vous le demander, comme d'habitude, de le présenter. Et ensuite, on engagera le débat avec vous. Vous avez la parole, cher ami. Merci. Alors, ce n'est pas Monsieur le Président, merci Bertrand. Je suis une fois de plus très content d'être parmi vous et de ressentir cette chaleur, cette attention toute particulière qui habite ces lieux, c'est vrai, auxquels je commence à m'habituer. Ça doit être au moins la 4e ou la 5e fois que je viens. Alors donc, ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci, hein, c'est La traîne des empires. Ça, c'est celui de 2019 qui est apparu donc il y a 3 ans. Et donc, il y a une citation que j'aimerais vous lire, c'est pour ça que j'ai pris ce livre sur l'Empire islamique qui est apparu il y a 3 ans, et aussi pour vous dire qu'il s'agit d'une série, en quelque sorte, hein, d'une réflexion qui a commencé sur les empires, qui a commencé en fait avec Brève histoire des empires, qui a été publié au Seuil en 2014, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à donc 8 ans plus tard, cette traîne des empires, qui sera peut-être le dernier des livres sur les empires, mais il faut jurer de rien et il faut être prudent sur l'avenir. Voilà, l'idée de ce livre-ci, qui vient de paraître le 1er septembre dernier, l'idée est déjà présente dans la conclusion de celui-ci, de l'Empire islamique, paru il y a 3 ans. Parce que, contrairement à l'image d'Épinal qu'on en a, et on y insistera, on y reviendra, l'Empire ne disparaît pas dans les flammes et l'Apocalypse. C'est la revue L'Histoire qui a encore présenté comme ça mon livre. C'est évidemment totalement ridicule du point de vue que j'adopte. Pas plus que l'Empire ne vit de violence. C'est un des grands points sur lesquels il faut constamment insister, c'est que l'Empire est une réalité pacifique et pacifiante, ce qui élimine d'ailleurs de la mouvance impériale un certain nombre de réalités guerrières. On parlera peut-être tout à l'heure de l'Empire russe, ou de la Russie comme empire ou pas, mais parce que nous avons une citation d'aujourd'hui même du colonel Goya sur ce sujet, qui est excellente, hein, bien sûr, hein, ça va de soi, mais sur lesquels j'ajouterai un petit codicile. Alors, il s'étiole, l'Empire, plutôt qu'il ne disparaît, par accentuation, en fait, de ses fonctions majeures de désarmement, de pacification, de transfert de l'agressivité naturelle des groupes humains aux fonctions productives, parce que c'est cela un empire, c'est le transfert de l'agressivité naturelle des groupes humains à des fonctions productives, voire à des fonctions éthiques et intellectuelle, dont va se nourrir la religion qui est issue de l'Empire. Voilà la citation que je plaçais à la fin, dans la conclusion du livre sur l'Empire islamique. Si on pousse à son terme la théorie d'Ibn Khaldoun, le fameux Ibn Khaldoun dont je ne vous parlerai pratiquement pas aujourd'hui, mais qui sous-tend toute la réflexion, une religion est simplement la conséquence la plus importante de la sédentarisation, de la civilisation que porte en eux le désarmement des peuples. Leur exclusion de la décision politique, parce que c'est ça aussi l'Empire, hein, leur exclusion de la décision politique, en même temps que le raffinement croissant à l'inverse des activités productives et des disciplines intellectuelles. Le regroupement des sédentaires qui font métier de savoir aboutit à l'autonomie du discours axiologique, c'est-à-dire du discours sur les valeurs, qui se détache de l'action politique. Pour moi, c'est ça, hein, la religion. Hein, c'est ce que j'appelle une religion. Je n'entre pas dans la théologie, bien entendu. Hein. C'est ce détachement des valeurs et de l'agir, en fait. Les uns agissent, les gouvernements, nos gouvernants, hein, encore aujourd'hui, dans l'insécurité intellectuelle et spirituelle croissante de ceux dont la fonction n'est pas de penser, ni de prescrire, et les autres disent le droit et le vrai,
nos médias, par exemple, nos universitaires, le cas échéant, quand ils trouvent asile dans les médias. Les autres disent le droit et le vrai, sans plus se soucier des péripéties subalternes de leur application. J'en ai rien à faire. Hein, voilà. On reparlera, si vous voulez, du Covid à ce propos. La religion, entre guillemets, est cette cristallisation du discours sans implication directe dans l'action. C'est ça l'important, hein, sans implication directe dans l'action, qui tire toute sa force de son impuissance proclamée, ou plutôt de son refus de la puissance sur le réel quotidien. La religion ne se soucie pas de la réussite ou de l'échec de ce qu'elle ordonne, mais elle ordonne. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est tout le livre, dont le sous-titre est Impuissance et religion, précisément, porte là-dessus, c'est-à-dire sur ce que c'est qu'une religion, comme impuissance proclamée, comme impuissance méditée, en quelque sorte. Impuissance méditée de l'homme, hein, de la faible créature humaine. S'il est une phrase religieuse par excellence, je finirai là ma longue introduction, ce serait celle de Pascal, c'est-à-dire le silence de ces espaces infinis m'effraie. Vous savez, c'est une des phrases des pensées. Fini un des chapitres des pensées, elle est totalement isolée comme la plupart des phrases des pensées, puisqu'il n'a pas eu le temps de mettre en ordre son texte. Et dans ce siècle qui découvre l'infinitude de l'univers, hein, ces espaces infinis, c'est les espaces infinis dont la lunette de Galilée a révélé l'existence, hein, non plus un millier d'étoiles comme on les voit à l'œil nu, 1100 étoiles comme dans les catalogues médiévaux d'étoiles, mais déjà des dizaines de milliers. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a des dizaines de millions de milliards. Hein, bon, n'en parlons plus. Mais ce que nous considérons comme une des grandes avancées scientifiques de l'espèce humaine est perçu par Pascal, et peut-être à juste titre, dans un esprit très proprement religieux, comme une preuve supplémentaire de la petitesse de l'homme. Le silence de ces espaces infinis, bien sûr, c'est aussi le silence de Dieu. Il n'y a de solution à rien de ce qui est le plus important pour l'homme. Hein. C'est ça une pensée religieuse. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution au silence des espaces infinis. Hein, voilà. Et donc, voilà, la thèse est simple au total, la démonstration assez difficile, même si j'ai essayé de la faire courte. Il s'agit de montrer comment on passe de l'Empire, en gros, à la religion, et comment on passe presque nécessairement, si j'ose dire, hein, de l'Empire à la religion. Vous avez remarqué, vous avez compris déjà que le livre est extraordinairement ambitieux. Hein. Je n'ai pas besoin de vous dire, ce n'est pas un livre d'histoire comme on en écrit beaucoup. Alors, soit il est complètement à côté de la plaque, et on peut le penser, hein, je ne vous interdis pas de le penser, soit il est très très important. Hein, c'est l'un ou c'est l'autre, mais de toute façon, c'est un livre extrêmement audacieux, ou qui se veut extrêmement audacieux. Alors, le premier effet et la première conclusion logique de ce lien établi entre empire et religion touche curieusement d'abord à la définition de l'empire, rétroactivement, car étrangement peut-être, la conséquence est mieux définie, c'est-à-dire la religion, est mieux définie que la cause, c'est-à-dire l'empire. Nous savons à peu près ce qu'est une religion universelle, et c'est de ces religions-là que je vais parler, c'est-à-dire, il y en a 3. Peut-être 4, on peut parler du 4e, mais je veux m'en tenir aux 3 premières, c'est-à-dire christianisme, islam et bouddhisme. Ce sont des religions milliardaires, hein, bien sûr, voilà pourquoi le judaïsme n'y est pas. On m'a posé la question, ce sont des religions dont le nombre de dévots est supérieur aux milliards d'êtres humains, et si vous y ajoutez l'hindouisme, c'est quasiment la totalité des mouvances culturelles aujourd'hui présentes sur la planète qui sont en question. Donc, nous savons ce que c'est en gros qu'une religion, que l'adhésion y soit forte ou pas, mais nous hésitons beaucoup, nous peinons toujours beaucoup à définir un empire. Depuis la brève histoire des empires publiée en 2014, je suis toujours assailli de questions lorsque ce genre
cérémonie, de débat a lieu sur le thème « Mais qu'est-ce que vous appelez un empire ?» Mais Ibn Khaldoun, les conceptions d'Ibn Khaldoun s'appliquent-elles à l'empire russe ? Oui, dirait le colonel Michel Goya. Est-ce que ça s'applique au Japon? Est-ce que le Japon est un empire à vos yeux? Est-ce que l'empire du Mali est un empire? C'est Delafosse qui a appelé l'empire du Mali un empire. Bon, c'est un royaume intéressant, hein, mais un empire, c'est beaucoup dire. Hein. Est-ce que les Aztèques sont un empire? L'empire aztèque est un empire. Là, on peut hésiter bien davantage. Hein. Ces questions sont largement posées et réglées, pardon, si on pose que ce qui fait un empire, que les véritables empires, s'achèvent en religion. C'est tout. Hein. Si un empire a donné une religion, c'est un empire. Si une entité politique a donné une religion, poursuit une religion, c'est un empire. Sinon, dans la conception que je prends ici, dans la définition que je donne ici, non. Donc, il n'y a que 3 empires. Il n'y a que 3 religions, il n'y a que 3 empires. L'empire romain, l'empire chinois et l'empire islamique. Point final. Alors, certains de ces empires ont survécu, d'autres ont totalement disparu. Depuis 1500 ans, l'empire romain n'existe plus, mais il a laissé derrière lui la chrétienté, et puis l'Europe, et puis l'Occident, c'est-à-dire finalement le plus important, un des 3 héritages. L'islam, l'empire islamique a coulé au milieu du XIIIe siècle, mais il a eu des rejets entre XVIe et XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les empires, les 3 grands empires des temps modernes, l'ottoman, le séfévide et le moghol. Voilà, hein, mais de toute façon, il n'y a, si on s'en tient précisément à la preuve par la religion, c'est-à-dire par l'existence d'une religion issue d'un empire, il n'y a que 3 empires véritables. C'est tout. Et il n'y en a pas plus. Hein. Je veux dire qu'il peut y avoir des rejets d'empire. L'empire ottoman est un rejet de l'empire islamique, mais ça n'est qu'un rejet. Hein, qui a une référence qui est l'Empire abbasside, hein, fondamentalement. Ce qu'on oublie souvent, enfin les ottomanistes l'oublient trop systématiquement. Donc voilà, il n'y a donc 3 ou 4 empires, et 4 ou 3 ensemble, vous allez me dire, c'est peu. Le 4e serait l'hindouisme, hein, mais c'est intéressant. L'hindouisme est le produit d'un empire indien constitué par la conquête islamique, c'est-à-dire constitué par une conquête extérieure, puis par la conquête britannique de l'Inde, donc entre le XIIIe et le XXe siècle, et qui s'achève en hindouisme, c'est-à-dire en synthèse de la multitude des rites, des sectes, des castes, qu'on nomme depuis le XIXe siècle seulement, en fait, l'hindouisme. Et vous voyez bien que l'hindouisme, bien que, bien sûr, il s'appuie sur une immense histoire intellectuelle et culturelle, est en réalité la production d'un empire. Il fallait d'abord que l'Inde soit unifiée, et elle a d'abord été par l'action hostile et extérieure et belliqueuse et brutale de l'islam, puis de l'Empire britannique. Il fallait que l'Inde soit unifiée pour que l'hindouisme existe. Hein, voyez comment une religion est la conséquence de l'empire et non pas l'évidence, hein, d'un empire. Donc voilà, l'évidence d'une culture, d'une civilisation. Donc c'est peu, hein, 3 ou 4 empires, mais ces ensembles impériaux ont toujours représenté une part très considérable de l'humanité. Et plus encore, bien sûr, des archives historiques, parce que quand on est historien, il faut savoir de quelles archives on dispose. Et ces empires produisent des archives dans des proportions, où on produit des archives dans des proportions incomparables avec les terres sans écriture, pour l'essentiel, qui les entouraient. Et donc, aux alentours de l'ère chrétienne, par exemple, on estime que l'Empire romain ajouté à l'Empire chinois, les 2 empires du temps, représentent à peu près la moitié de l'humanité, qui est ailleurs que dans ces empires, évidemment, encore très très clairsemée. Donc la densité de population des empires, c'est un point très important, et très supérieur à celle des immenses territoires à demi-désertiques
qui les entourent, ces empires, ou qui les séparent les uns des autres, puisque pratiquement l'Empire romain et l'Empire chinois n'ont pratiquement pas eu connaissance l'un de l'autre de leur existence. Si, un vague écho, hein, dans un cas comme dans l'autre. On sait qu'au fond du monde, là-bas, il y a autre chose, paraît-il. Mais pour l'essentiel, ces mondes sont clos, hein, sur eux-mêmes. Cela dit, définir simplement, comme je viens de le faire, l'empire par la religion pourrait conduire à un raisonnement un peu circulaire. On peut avancer quand même deux autres caractères majeurs de l'empire qui nous intéressent parce qu'on va les retrouver bien sûr dans la religion, dans les religions. Le premier caractère, on vient de le voir, et il ne faut jamais l'oublier, c'est la démographie. Ibn Khaldoun dit qu'il a inventé une science nouvelle, la science, alors on traduit en général de la civilisation, mais en fait, dans beaucoup de textes d'Ibn Khaldoun, c'est mon prochain livre, je viendrai vous le présenter aussi, c'est un livre de textes, hein, d'Ibn Khaldoun, de traduction et de commentaires de textes d'Ibn Khaldoun. Omran, indiscutablement, veut dire population, tout simplement, démographie. Donc, une des réalités fondamentales de l'Empire, et des empires anciens en particulier, c'est la démographie. Si on considère par exemple l'Empire perse achéménide, si je considère que c'est le premier des empires, celui de Darius, et Cyrus et Xerxès, entre 6e et 4e siècle, si je considère que c'est le premier empire, c'est qu'il ne devait pas rassembler moins de 10% de la population mondiale, au moins d'alors. Hein. C'est-à-dire qu'on peut lui accorder une quinzaine de millions d'habitants, au moins, peut-être une vingtaine, on ne sait pas très bien, sur entre 100 et 150 millions d'habitants pour la population mondiale. Il occupait déjà les deux grands bassins de population et de production du Moyen-Orient ancien, c'est-à-dire l'Égypte et surtout la Mésopotamie, qui en était le centre. Hein. Le centre véritable de l'Empire perse, c'est la Mésopotamie, c'est Babylone. Hein. La véritable capitale de l'Empire perse, c'est Babylone. Donc au moins 10%. L'Empire romain, l'Empire chinois représenterait donc aux alentours de l'ère chrétienne entre 20 et 25% pour chacun de la population mondiale, c'est-à-dire entre 50 et 60 millions pour l'Empire romain, sur une population mondiale qu'on peut estimer à 250 millions à peu près, alors bon, c'est entre 200 et 300 millions hein, aux alentours de l'ère chrétienne. Autant dire que, c'est ça qui m'intéresse, aujourd'hui, la Russie ou même les États-Unis n'ont pas la taille des empires. Tout simplement. Hein, ils n'ont pas la taille. Hein, seuls parmi les États constitués aujourd'hui, la Chine et l'Inde ont la taille requise pour être qualifiés d'empires. Hein, ce sont les seuls. Ce qui ne signifie pas que ce soit des empires d'ailleurs, mais au moins ils remplissent l'une des conditions de l'empire. Alors si les États-Unis sont à la tête d'un empire, précisément, ils sont à la tête d'un empire. C'est-à-dire comme Athènes était à la tête de la Ligue de Délos. Hein, mais ils ne sont pas un empire par eux-mêmes. D'ailleurs, dès lors que vous les réduisez à leur territoire, ce qui est bien le projet politique de Donald Trump et des Républicains aujourd'hui, ils cesseraient d'être un empire. Et c'est le projet politique fondamental de Donald Trump. C'est refaire des États-Unis un État-nation. Hein, rompre avec l'Empire. C'est pourquoi il a contre lui non pas seulement la gauche universaliste, mais l'État profond américain. Je veux dire, c'est pourquoi il a contre lui la CIA, le FBI, le Pentagone, etc. C'est un vrai projet politique, celui de Donald Trump. Même si c'est un projet au départ, hein, qui a été au départ tout à fait instinctif. Hein, il n'y a pas eu de pensée. Chez certains de ses conseillers de l'époque, oui, mais chez lui, il n'y a pas eu de pensée. Mais d'instinct, hein, il est hostile à l'Empire. Il est hostile au rôle impérial des États-Unis. Hein. Voilà. La deuxième condition est plus complexe, c'est un mode de fonctionnement politique et social. L'Empire, si vous voulez, construit, alors là c'est des choses que j'ai déjà dites ici même, l'Empire construit une spirale de prospérité en imposant à ses sujets un impôt lourd, le mot décisif c'est impôt, chez Ibn Khaldoun, qui permet une forte mobilisation de capital, une forte demande des élites, par conséquent, qui aboutit par contrepartie à un développement productif, à un essor productif considérable, à une diversification des métiers, à une diversification et à une invention de techniques nouvelles, à une multiplication des artisanats urbains,
un raffinement des techniques qui aboutit à des gains de productivité, puis par, je dirais comme d'autres, par ruissellement, ces gains de productivité bénéficient à l'ensemble de la société, y compris à ceux qui ont d'abord été lésés par le paiement de l'impôt. L'impôt est donc vu, dans cette vision idyllique, évidemment, de la réalité impériale, comme une sorte d'investissement, dont vous recevez ensuite les bénéfices. En outre, l'Empire élargit, c'est très important, évidemment, c'est peut-être d'ailleurs le plus important, les horizons économiques. Il brise les structures naturelles de production, qui sont les structures familiales, les structures claniques, les structures tribales, les cités, au sens antique du terme, les cités grecques, les cités gauloises, et il réduit en quelque sorte les populations de ces sujets en poudre d'individus et de producteurs. L'Empire est d'abord un projet économique. C'est assez étrange. Dans son prurite pacificateur, c'est avant tout une promesse de prospérité en échange du désarmement et de la désolidarisation de ces sujets. Priver des armes et briser les solidarités. C'est-à-dire briser en particulier, ce que dit Ibn Khaldoun, ce dont il a une vision extraordinairement nette, briser les solidarités des unités naturelles, c'est-à-dire la famille, le clan, la tribu, etc. C'est ça l'Empire. Bien, la nécessité absolue qu'implique cette spirale économique ascendante, c'est donc le désarmement des sujets qui sont assignés exclusivement à la production, matérielle ou intellectuelle d'ailleurs, bien sûr. Et donc, les sujets désarmés ne peuvent pas et ne doivent pas assumer les fonctions de violence dans l'Empire, la police, l'armée, bien sûr, qui sont donc confiées par l'Empire, par l'autorité impériale, à des ethnies barbares des marges, dont le monopole qu'elles ont des armes fait qu'elles prennent tôt ou tard, elles prennent le pouvoir. Qui a les armes a aussi nécessairement tôt ou tard la souveraineté. Un des symptômes de l'Empire, c'est que ceux qui règnent et qui gouvernent dans l'Empire sont une minorité étrangère à la majorité de la population impériale. Et vous voyez bien que ni les États-Unis ni la Russie ne sont un empire encore de ce point de vue-là. On peut, comme le colonel Goya, mettre en valeur, et les journaux l'ont fait évidemment pour discréditer la guerre russe en Ukraine, la présence de minorités importantes dans l'armée russe, mais que je sache pour l'instant, ceux qui donnent les ordres ne sont pas tous, en tout cas, des minoritaires. L'Empire russe est extrêmement divers. Mais c'est vrai, il y a là une tendance impériale. Mais le vrai empire, c'est l'empire chinois des Qing, l'empire mandchou. Ça, c'est l'Empire dans son dessin absolu, c'est-à-dire que vous avez une population totalement étrangère aux Chinois, infiniment minoritaire, les Mandchous, très clairement séparés, puisque dans l'Empire des Qing, les Mandchous sont séparés des Chinois, par la volonté réciproque d'ailleurs des uns et des autres. Les Mandchous n'ont pas accès au système des examens chinois et les Chinois n'ont pas accès au mariage avec l'aristocratie mandchoue. Il y a une aristocratie, si je veux dire, enfin bédouine, qui est en charge des fonctions de violence et en particulier des fonctions de guerre et qui jouit aussi de la souveraineté impériale, et une immense masse de la population dont les élites servent la dynastie mandchoue dans le rôle civil. Vous avez exactement la même chose dans l'Inde moghole, c'est-à-dire alors nous sommes en 1750, plutôt. L'Inde moghole a 170 millions d'habitants, à peu près, quasiment la totalité du continent est sous l'autorité du Padishah, enfin de l'empereur moghol. Les Moghols, comme dit François Bernier, médecin français qui a servi le Padishah, qui a été son médecin, les Moghols, c'est-à-dire l'appareil d'État, pas la famille royale, ça n'a aucune espèce d'importance, l'appareil d'État, c'est fondamentalement 200 à 250 000 personnes, fondamentalement des soldats, qui sont tous, comme le dit Bernier dans une phrase qu'il répète 2 fois dans le cours de son texte et qui est admirable, étrangers, blancs de peau et musulmans. Étrangers,
Bon. Blancs de peau parce que les Indiens ne le sont pas, et musulmans parce que les Indiens ne le sont pas. Donc étrangers, étrangers, étrangers. Voilà, hein, c'est la définition de l'Empire. Hein, François Bernier ne pouvait pas en donner de meilleur, d'autant plus qu'on ne peut pas dire que lui avait lu Ibn Khaldun et qu'il en était influencé. Hein, c'est bon. Voilà, mais ça, c'est l'Empire. C'est le vrai. Hein, c'est-à-dire, 150 ans plus tard, vous avez 240 000 sépoys britanniques au moment de la révolte des Sipais, 1857, vous avez 250 000 sépoys et soldats britanniques qui exercent leur autorité sur à peu près 200 millions d'Indiens. C'est pareil, les proportions sont absolument pareilles. Les Anglais ont remplacé les Moghols, hein, purement et simplement. Voilà. Et ça, c'est un empire. Et ça marche parfaitement, évidemment. Vous voyez pourquoi ça marche aussi facilement. Comment le British Raj marche aisément, puisqu'il a été préparé par des siècles je ne sais pas comment le dire, d'empire islamique en Inde, dont les principes étaient absolument les mêmes. Donc il y a là, l'Angleterre s'est inscrite dans une continuité absolue avec quelques différences évidemment sur lesquelles je n'entrerai pas. Donc voilà, puis vous avez la même chose à l'Empire romain, on va pas y insister. Mais historiquement, comment est né ce système, cette tyrannie heureuse, quand elle est heureuse, évidemment, il y a des moments où elle est beaucoup moins, d'un impôt lourd qui entraîne la grande roue de la prospérité, du regroupement urbain, de l'ouverture des horizons, économiques du moins, du désarmement, et donc de la paix. Hein. L'une des valeurs fondamentales de l'Empire, c'est la paix, à la fois parce qu'il ouvre les horizons et parce qu'il doit lever l'impôt, et que lever l'impôt implique la paix. Alors, mieux peut-être que dans les livres précédents, j'ai essayé dans ce livre de définir une séquence impériale avec 3 moments dans l'histoire de l'Empire. Un premier temps, ce n'est pas encore l'Empire, en fait. C'est ce que j'appelle, d'après un terme tiré de l'historiographie chinoise, les royaumes combattants. C'est le moment où l'Empire se constitue comme entité. Alors, pour les royaumes combattants chinois, c'est entre 480 et 220 avant Jésus-Christ. 220, c'est l'unification impériale. C'est le temps des principautés qui précèdent l'unification impériale. Mais en fait, il y a des royaumes combattants, pas seulement en Chine, il y en a dans la constitution de tous les empires, par la guerre, bien sûr, car ce sont des guerres qui constituent les empires. Les cités grecques autour d'Athènes sont des royaumes combattants, en réalité, parce que leur visée, ça n'est pas seulement la Ligue de Délos, hein, la Ligue de Délos, d'où est venue la guerre du Péloponnèse, bien célèbre depuis Thucydide, mais dont plus personne n'explique ce que c'est en réalité que cette Ligue de Délos. Cette Ligue de Délos, elle était faite pour combattre l'Empire perse. Et le grand but entre les guerres médiques de 490 et 480 et la conquête d'Alexandre le Grand en 330, pendant 150 ans, le grand but de la Grèce, c'est soit de se préserver de l'influence de l'Empire perse, soit de le conquérir et de le détruire, ce qu'ils feront finalement. Et donc, ces cités grecques sont en fait des royaumes combattants qui précèdent la grande conquête, c'est-à-dire la conquête d'Alexandre le Grand et l'achèvement de l'Empire. La République romaine, à partir des guerres puniques, de la même façon, c'est un royaume combattant. Hein. Les tribus arabes des conquêtes sont des royaumes combattants. Hein. Ce sont des rassemblements d'agressivité, d'une extrême agressivité. Ce sont des rassemblements guerriers qui aboutissent donc à la constitution de l'Empire. Les royaumes combattants, par définition, puisqu'ils sont guerriers, font un très large appel à la mobilisation populaire. Hein. On a besoin de beaucoup d'hommes. Hein, et c'est une mobilisation générale hein, que celle des royaumes combattants. On est étonné des effectifs que des petites cités comme Athènes ou comme Rome sont capables de mobiliser, pour Athènes dans la guerre du Péloponnèse par exemple, c'est-à-dire pour conserver son empire, hein, c'est ça, pour Rome, enfin son embryon d'empire, pour Rome par exemple dans la deuxième guerre punique contre Hannibal, et bon, d'autres, hein, pour les Arabes, on a quelques chiffres qui sont tout à fait étonnants. Hein. À la fin du 7e siècle, donc à la fin de la vague des conquêtes arabes, on estime que l'empire islamique, désormais à peu près constitué, hein, dispose de 250 000 hommes.
3 siècles plus tard, l'Empire abbasside à son apogée, le vrai empire. Hein. On a 30 000. C'est-à-dire que vous avez l'une des caractéristiques de l'Empire, je vais y venir, c'est une diminution considérable, puisque c'est une entité pacifique, hein, c'est une diminution considérable des effectifs militaires, hein, bien sûr. Les effectifs militaires ne servent plus que de police intérieure. L'Empire ne fait pas de conquête. C'est terminé. Donc, une des caractéristiques des royaumes combattants, c'est que le peuple combat, donc il décide. Alors, les royaumes combattants sont... Alors nous avons l'habitude de faire des cités grecques une grande publicité, enfin une grande... enfin, dans ma génération, en tout cas, on avait l'habitude de se prosterner devant la démocratie athénienne. Mais en fait, la démocratie athénienne est une caractéristique des royaumes combattants en général, c'est-à-dire que le peuple est sollicité de combattre pour construire l'empire, ou pour tenter de le construire ou de le conquérir, et donc, puisqu'il est sollicité de combattre, on le sollicite aussi de donner son avis politique. Hein. C'est-à-dire que le peuple se bat, donc il décide. Si vous ne voulez pas que le peuple décide, alors il faut l'exclure du combat. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les conquêtes s'arrêtent. À Rome, par exemple, c'est évident. Il y a un moment où il faut choisir, d'une manière générale, le monde méditerranéen est déjà conquis, mais il y a un moment où il faut choisir entre la poursuite, le cas échéant, de conquêtes qui impliquent des mobilisations populaires, qui vont impliquer aussi des participations populaires à la décision politique, voire le fait que le peuple impose sa décision politique, ou bien on arrête les conquêtes et on peut dans ce cas-là démobiliser. Et donc se priver de la décision populaire quand il s'agit de la politique. Donc voilà, ça c'est la caractéristique première, le temps premier, les royaumes combattants. Deuxième temps, le temps de l'Empire proprement dit, les conquêtes sont achevées, le territoire est clos, il regroupe la quasi-totalité des terres civilisées à portée de conquête, et en conséquence, le peuple peut être, ce que je vous disais il y a un instant, progressivement désarmé, démobilisé. Non seulement les conquis, qui sont l'immense majorité, mais les descendants des anciens conquérants, bref, non seulement toutes les populations regroupées par les Romains dans le monde méditerranéen, mais les Romains eux-mêmes glissent dans la masse des soumis, en fait. Les anciens conquérants et les conquis finissent par s'unir, se mêler dans la même servitude. Toute forme démocratique, toute décision populaire disparaît, ça va de soi. La force revient à des ethnies marginales, beaucoup moins nombreuses que le peuple conquérant au départ. C'est le monde hellénistique d'après Philippe de Macédoine et d'après Alexandre, c'est l'Empire romain évidemment entre le 1er siècle et le 4e siècle après notre ère, c'est l'Empire abbasside entre le 9e et 11e, 12e siècle, c'est l'Empire des Khan aussi entre 2e siècle avant Jésus-Christ et 2e siècle après. Je vous signale que c'est dans cet Empire des Khan qu'on retrouve très nettement le premier appel à des ethnies barbares extérieures pour assumer les fonctions militaires. C'est dès le 1er siècle, c'est-à-dire à peine un siècle après la constitution de l'Empire, les Chinois sont peu à peu dessaisis par le pouvoir impérial des fonctions militaires, en particulier des fonctions militaires aux frontières, sur le Limès, et ce sont des Turcs, sur nous, qui sont appelés à exercer ces fonctions militaires dans les territoires les plus difficiles à tenir par l'Empire, c'est-à-dire, c'était l'Empire de Chine du Nord à l'époque, c'est-à-dire les territoires de la frontière du pays cultivé et de la steppe barbare, entre guillemets. Troisième moment, l'Empire s'enraye au bout de 2, 3, 4 siècles, par la condition même du désarmement, de la paix, de la sédentarisation qu'il a imposée. C'est-à-dire que l'Empire s'enraye parce qu'il a réussi. Et non pas parce qu'il a échoué, ce qui fait le caractère absolument inéluctable de cet échec. Alors, d'abord parce que ces forces militaires mercenaires et chères sont réduites, ensuite parce que, et surtout parce que, il prend en charge toutes les fonctions de protection, toutes les fonctions de défense, armée, de police, d'utilité publique, de charité, de soutien aux indigents, aux veuves, aux orphelins, autrefois assurés par les clans, par les tribus, par les cités. Et cette charge est financièrement
absolument écrasante, malgré l'impôt très lourd que l'Empire impose à ses sujets. L'Empire paye en réalité sa toute-puissance, sa réussite absolue, qui se transforme en impuissance militaire et financière. L'Empire ploie en réalité sous la charge de ses sujets qu'il a dépouillés de la capacité de se défendre et qu'il a dépouillés de la capacité de s'entraider. Et donc, il doit assurer la défense et l'entraide. Hein. Et ça coûte immensément cher, c'est tout. Hein. La plupart des empires finissent par des crises financières, mais ces crises financières ne sont que la traduction du fait que l'Empire a dessaisi de leur liberté ou de leur autonomie ces sujets. Hein, lorsque les barbares arrivent, les communautés de l'intérieur de l'Empire ne se demandent pas comment on peut combattre les barbares, ils se demandent ce que fait l'armée. Hein, que fait la police? Hein, jamais vous ne vous demandez comment dans votre quartier vous pourriez essayer de lutter contre, je ne sais pas, la criminalité si elle afflige ce quartier. Vous dites, mais, que fait la police? Enfin, il faudrait un commissariat de police dans le quartier. Et d'ailleurs, si vous tentiez de constituer une milice ou simplement une organisation de défense du quartier, il m'est arrivé d'y penser encore avant-hier à la vue d'une scène dans mon quartier qui est pourtant bien tranquille, hein, mais qui ne l'est plus tant que ça, hein, pas plus que la plupart des quartiers de Paris, vous en seriez immédiatement interdit, de le faire par la police. Hein. La police ne tient pas à ce qu'on la dessaisisse de son rôle exclusif de maintien de l'ordre. Hein. L'État ne tient pas à ce qu'on le dépouille de son privilège de la violence légitime, vous savez, selon Max Weber. Et alors, c'est alors qu'émerge la religion, qui est née d'une spécialisation des métiers, d'un extrême raffinement que le développement de l'Empire a permis, des métiers du discours et de l'enseignement, des métiers du dire, de la formation des valeurs, le métier de ceux qui disent le bien et le mal et qui existent bien avant, hein, bien sûr, les chrétiens, hein, les écoles philosophiques de l'Empire romain et non pas grec. Hein, je veux dire, c'est pas en Grèce que la philosophie prend son véritable essor, c'est en grec, mais dans l'Empire romain, hein, fondamentalement. Il faut le développement extraordinaire des activités productives de l'Empire romain pour que la philosophie prenne tout son essor. Et la religion émerge donc avec la prise du pouvoir sur les valeurs, en tout cas de cette population de clercs qui se rassemble pour la première fois. Pour la première fois, il y a une spécialisation suffisante des métiers pour que ce qu'on peut appeler les clercs, les intellectuels, hein, reçoivent une place dans la société. Et ces clercs interviennent quand ils réussissent à transformer l'impuissance politique et militaire croissante de l'Empire en une sorte d'impuissance ontologique, en un discours sur l'impuissance humaine, sur l'impuissance de l'homme face au monde ou face à la divinité. Marx écrit, comme vous le savez, dans une célèbre thèse sur Feuerbach, que, je cite, « l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre ». Feuerbach était un philosophe socialiste chrétien. Et c'est vrai, oui, dans les sociétés de la révolution industrielle, depuis la fin du XVIIIe siècle ou le début du XIXe siècle, où l'action humaine a repris son avantage. Mais au contraire, dans les sociétés où domine une religion universelle, celles qui sont issues directement de l'échec des empires, l'homme ne se pose pas que les problèmes qu'il peut résoudre, c'est à peu près exactement le contraire. L'homme ne se pose que les problèmes qu'il ne peut pas résoudre. La religion, en tout cas, ne se pose que les problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. Je vous citais la phrase de Pascal tout à l'heure, Blaise, je veux dire, Pascal tout à l'heure, ben c'est ça. Hein, je veux dire, le silence de ces espaces infinis m'effraie et il n'y a rien d'autre à dire. Point final. C'est la fin du chapitre. Hein, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Qu'y a-t-il à ajouter à cette proclamation extraordinaire de l'impuissance humaine ? Voilà, c'est ça une religion par rapport à un empire. Un empire agit, une religion médite sur l'impuissance de l'empire et sur l'impuissance humaine en général.
Mais la religion, oui, enfin, la religion donc réfléchit ou médite sur l'au-delà, sur la mort, sur la violence, sur des hypostases, sur des abstractions comme la violence ou le mal qu'elle définit elle-même et sur lesquelles elle ne peut pas l'emporter. Mais elle a les mêmes valeurs que l'Empire, hein, la paix et l'universalisme. Mais ces valeurs, la paix et l'universalisme, ce combat, elle le mène contre des adversaires tout aussi invincibles qu'elle-même. Hein, je veux dire que le combat est fait pour durer pour l'éternité. Le combat de la religion contre le mal ne cessera jamais. Hein, le combat de la religion contre la violence ne cessera jamais, etc. Hein, encore une fois, la religion ne se pose que des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. Hein, c'est la caractéristique même d'un problème religieux. Hein, vous passez d'un problème politique à un problème religieux. Voilà. Je prends l'exemple contemporain de l'antiracisme. Dans les années 1960, je le cite dans le livre, aux États-Unis, le racisme est posé comme un problème politique qu'on peut résoudre, par conséquent. Hein. Une injustice a été faite à la communauté noire depuis très longtemps. Une aide exceptionnelle aux Noirs défavorisés, humiliés historiquement, leur permettra d'égaler les Blancs en une génération, 2 générations, parce que un projet politique, ça a un temps. Hein. 1 génération, 2 générations tout au plus, et donc d'effacer la différence raciale. Les races disparaîtront lorsque l'inégalité qui les crée en réalité aura disparu. C'était le projet des années 60. Hein. Les races doivent disparaître ou devenir insignifiantes. Aujourd'hui, au contraire, les races sont tenues par les antiracistes. Bon, cette politique a échoué, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est évident malheureusement dans les États-Unis d'aujourd'hui. Au contraire, aujourd'hui, les races sont tenues par les antiracistes eux-mêmes, hein, comme des réalités éternelles. Hein. Celui qui déclarait aujourd'hui que les races doivent disparaître aux États-Unis serait tenu pour un raciste. Hein. C'est une pensée de suprémaciste blanc, comme on dit aujourd'hui. Les races aujourd'hui sont tenues par les antiracistes comme des réalités éternelles. Et parce que le racisme est tenu lui aussi pour une réalité éternelle, pour un mal éternel, et comme le mal ou comme la violence dans les religions traditionnelles, de sorte que l'antiracisme, qui est ce qui combat le racisme, est tout aussi éternel que l'Église. Hein, on est entré dans une pensée religieuse quand il s'agit de l'antiracisme aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire que le but n'est plus de résoudre le problème, on en a perdu l'illusion, il est de le vaticiner, hein, il est de le dire, il est de le rappeler constamment. L'essentiel, c'est de rappeler constamment qu'il y a eu, là, ici ou ailleurs, hein, un acte raciste. Et vous voyez, l'hydre est toujours vivante. Et je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, mon temps passera et le vôtre passera aussi, et l'hydre sera toujours vivante. Exactement comme l'hydre du mal ou l'hydre de la violence dans l'Église catholique. C'est tout simplement parce que les États-Unis ont pris, en l'occurrence, face à ce problème, une attitude qui n'est plus politique, qui n'est plus celle de l'Empire ou tout simplement de l'État-nation, hein, je veux dire de la démocratie de l'État-nation, mais une attitude qui est religieuse. Donc ces 3 séquences, royaume combattant, plus ou moins populaire ou démocratique, l'empire qui désarme les peuples, la religion, sont évidemment un idéal type hein, que tous les empires, même très peu nombreux, même 3, hein, n'ont pas connu ou peu connus, pas tout à fait connus dans cet ordre. Donc heureusement, l'histoire garde ses droits face à ces structures rigides, hein, bien sûr. Alors, dernier point, vivons-nous les débuts d'une nouvelle religion? Voilà, nous. Hein, j'ai déjà commencé à en parler à propos de l'antiracisme américain. Ma conviction, évidemment, c'est que oui. Hein, je pense que nous commençons à vivre les débuts d'une nouvelle religion, mais dans une configuration qui est totalement nouvelle. Hein, je veux dire, je vais essayer de m'expliquer. Premier point, nous vivons depuis 2 siècles, à peu près 2 siècles et demi, une sédentarisation profonde et rapide. Les grandes prospérités impériales du passé, c'est-à-dire Rome au IIe siècle, 1er, 2e siècle de notre ère, ou bien la Chine des Song, l'extraordinaire Chine des Song entre 10e et 12e siècle, 13e siècle,
l'islam abbasside, si on veut, au 9e, 10e siècle, sont de très très pâles ébauches, évidemment, de notre révolution industrielle, dont les progrès qu'elle a permis à l'humanité, progrès démographiques, progrès économiques, sont sans exemple, évidemment. Hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit qui se soit passé avant ces 2 siècles. Hein. Je vous rappelle, encore une fois, il faut toujours rappeler ça, que la population mondiale aura été, entre 1800 et 2050, multipliée par 10 ou 12, ça dépend de la population que vous fixez pour 1800 et celle que vous fixez pour 2050, elle n'est pas encore, on n'y est pas encore. Et la richesse a été multipliée probablement par beaucoup plus que ça, par entre 50 et 100, hein, depuis 2 siècles et demi, en tout cas plus que depuis les origines de l'histoire. Hein, c'est un mouvement dont on ne peut pas minimiser non seulement l'importance, mais la rupture qu'il introduit avec tout ce qui a précédé, hein, depuis les origines de l'histoire, depuis le néolithique. Deuxième point, nous approchons, me semble-t-il, honnêtement, je ne crois pas m'avancer beaucoup, de la fin de cette prospérité impériale, de cette prospérité, pardon, elle n'était pas impériale, de l'enrayement de ce progrès, un des signes, et une des raisons, d'ailleurs pas seulement un signe, c'est la brusque décélération de la croissance démographique, qui est d'ailleurs, comme beaucoup des problèmes qui se posent à nous, d'abord un fait positif, hein, mais ça pose des problèmes. Une fois qu'on a dit le fait est positif, hein, on a réussi à maîtriser la démographie mondiale, ce qu'on ne croyait pas dans les dernières décennies du XXe siècle, on s'aperçoit que finalement, ce grand succès nous pose aussi de gros problèmes. Hein. Je vous donne ce chiffre qui est peu connu à l'heure qu'il est. Plus de 60% de la population mondiale désormais est passé en dessous du taux de renouvellement des générations, c'est-à-dire à moins de 2 enfants par famille. Nous avons toujours l'idée que nous sommes un monde occidental très minoritaire et entouré par des hordes dont le souci essentiel est de faire des enfants pour nous embêter. Mais non, il est vrai qu'il y a 30 ans, ceux qui étaient en dessous du taux de renouvellement des générations, il n'était que 20% de la population mondiale. C'était à peu près, effectivement, le monde occidental et le Japon. Hein. Mais aujourd'hui, ce pourcentage a triplé, tout simplement, en 30 ans. Ce qui est plus que triplé, en réalité. Si vous mettez l'Inde entière, puisque l'Inde vient de passer en dessous des 2 enfants, des 2,1 enfants par famille, elle était à 2,03 enfants par famille en 2021, vous avez une nette majorité de la population mondiale. Nous faisons de nouveau partie, du point de vue démographique, de la majorité de la population mondiale. C'est-à-dire, fondamentalement, l'Asie, mais aussi une large part du Moyen-Orient, hein, je veux dire, la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, parmi les pays musulmans, l'Indonésie, le Bangladesh, sont passés en dessous des 2,1 enfants par famille. La Tunisie, bon, c'est moins net, effectivement, pour l'instant dans le monde arabe, mais même dans le monde arabe, on est entre 2 et 3 enfants par famille. Il n'y a pratiquement plus rien, sauf le Yémen et l'Irak, les Palestiniens, qui soient au-dessus de 3 enfants par famille dans le monde arabe. C'est pas gigantesque, hein. Troisième point, la perte de la productivité ou la stagnation de la productivité qui fait qu'on manque de main-d'œuvre. Comme vous le savez, brutalement, on s'est aperçu qu'on allait manquer de main-d'œuvre. Alors que c'était tout à fait prévisible. Car en fait, la baisse de la productivité, ou du moins la stagnation de la productivité, est calculée par les économistes qui n'arrivent pas à en croire leurs oreilles ou leurs propres calculs. C'est pourquoi ils les ont peu diffusés, depuis au moins 10 ans. Ça tient à des raisons extrêmement simples, c'est la concentration de la main-d'œuvre sur des secteurs déficitaires, sur des secteurs où les gains de productivité sont nuls, où la notion même de gain de productivité est tout à fait discutable, la santé, l'éducation, le care, comme on dit en anglo-saxon, c'est-à-dire le handicap, le soin aux personnes âgées, etc. Et tous ces métiers
ont des gains de productivité qui sont nuls, voire négatifs. Enfin, des gains négatifs, c'est difficile. Mais bon, un gain de productivité pour un professeur, c'est d'enseigner à une classe dont les élèves auraient doublé en nombre. Hein. Au lieu de 25, vous en prenez 50. Là, vous avez vraiment un gain de productivité. Mais ce n'est pas exactement ce que la plupart des professeurs souhaitent. Et ce n'est pas ce que l'éducation nationale est en train de faire. Hein. Elle est en train de diminuer le nombre d'élèves par classe, qui, pour des raisons qui se comprennent aisément, mais par là même, elle diminue la productivité. Et ça, personne ne le dit. Évidemment, la plupart du temps, et pendant longtemps, ça a été payé par les gains de productivité dans d'autres secteurs de l'économie, en particulier dans l'industrie ou bien dans les secteurs de services qui gagnent de la productivité. Mais aujourd'hui, l'industrie représente, comme vous le savez, entre 10 et 12% de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que les gains de productivité que peut offrir l'industrie aux activités qui sont désormais très largement majoritaires, c'est-à-dire les activités de service dont je viens de vous parler, les médecins qui devraient recevoir leurs patients seulement pendant 12 minutes au lieu de 15 minutes, voilà un gain de productivité. Mais ce n'est pas vraiment ce que les patients souhaitent, évidemment. Hein. Bon, dans tous ces secteurs, en fait, on va vers des baisses de productivité, évidemment. Et c'est ce qu'on appelle l'amélioration. Sauf que, il faut les payer, hein, ces gains, non pas ces baisses de productivité et ces gains qualitatifs. Voilà, et on n'est pas capable de les payer. On est de moins en moins capable de les payer. Alors, là, vous voyez comment la révolution industrielle s'étouffe elle-même, hein, c'est tout simplement parce que ce n'est plus une révolution industrielle, précisément. Et quatrièmement, la mondialisation, l'ouverture impériale des horizons, compense en partie ce marasme par des économies d'échelle, des délocalisations qui profitent de salaires plus bas ailleurs, mais qui permettent aussi le rattrapage, c'est vrai, des pays les plus riches par les pays émergents. La Chine sera d'ici 2030, comme vous le savez, la première puissance du monde, et ce qui est moins connu, l'Inde sera la deuxième puissance du monde vers 2045-2050, derrière la Chine, bien sûr, reléguant les États-Unis au troisième rang. Hein. D'ici 2050, les États-Unis, ce qui explique beaucoup de la politique américaine d'aujourd'hui, seront la troisième puissance du monde et non plus la première. Or, le problème, globalement, hein, c'est que le rattrapage, qui est le moteur premier aujourd'hui probablement de l'économie mondiale, hein, c'est la croissance des pays émergents qui permet en partie la croissance de nos économies, hein, par entraînement, hein, c'est eux qui nous entraînent. Hein. Ce rattrapage s'affaiblit en même temps qu'il s'accomplit, comme vous l'avez remarqué sans doute ces dernières années, enfin c'est dans tous les journaux, la croissance de l'économie chinoise ralentit hein, terriblement. Voilà. Voilà, il y a donc un certain nombre de faits qui font penser à une fin d'empire, hein, un enrayement du processus économique de prospérité, une impuissance économique et aussi une impuissance politique, sociale croissante. Le désarmement des nations, la difficulté de recruter des soldats, dont parlait le colonel Goya pour la Russie, mais c'est tout aussi vrai pour nous, bien sûr, hein. Pour les États-Unis. Vous savez que pour la première fois depuis fort longtemps, l'armée américaine a diminué ses effectifs, non pas parce que les crédits de l'armée diminuaient, mais parce qu'elle n'est pas arrivée à trouver des soldats pour remplir les postes. Hein. Il y a, c'est pas énorme hein, sur une armée d'1 300 000 hommes, mais c'est de l'ordre de 1%. Hein. C'est de l'ordre de 13 000, 14 000 soldats qui manquent, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à trouver les effectifs au prix où on les paye, hein, les effectifs nécessaires. Voilà. Donc voilà, l'appel aux mercenaires, l'appel aux alliés supplétifs, le détachement, le mépris de la chose politique chez beaucoup de jeunes gens, le sentiment que la politique ne résout rien, etc. Mais il n'y a pas d'empire. Ce qui est caractéristique de notre temps, c'est que il y a peut-être une religion qui est en train de naître, mais elle ne s'attaque pas ou elle ne prend pas naturellement la suite de l'empire parce qu'il n'y a jamais eu d'empire en Occident. Hein. Il n'y a jamais eu d'empire depuis 2 siècles, je veux dire, en Occident. Hein. Ce sont les États-nations qui ont créé la spirale ascendante de la prospérité. Les États-nations, c'est tout simplement les royaumes combattants. Ce que nous appelons nos États-nations, c'est des royaumes combattants, hein, tout simplement, qui ont été des royaumes de masse, voire des royaumes démocratiques, précisément comme l'ont été les royaumes combattants dans l'histoire. La
la révolution industrielle a permis en effet d'assurer la prospérité en même temps que la guerre. C'est ça qui est assez extraordinaire. Hein. Dans le schéma, dans la séquence traditionnelle, vous avez une séquence combattante, la première, puis une séquence prospère, l'Empire à proprement parler, puis la séquence religieuse. Le monde moderne a assuré à la fois, par le biais des royaumes combattants, c'est-à-dire des États-nations, à la fois la prospérité et la guerre. Il faut avoir ça absolument en tête, outre la prospérité que les 2 siècles derniers nous ont donnée, les pertes humaines, soit des guerres, soit des grandes, des grands historicismes du XXe siècle, le nazisme ou le communisme ont été énormes, bien sûr, hein, ça se compte en dizaines de millions de morts, mais en même temps, ces pertes ont été compensées avec une facilité déconcertante par la croissance démographique. Hein. C'est-à-dire que nous avons eu en même temps la prospérité et la guerre. 35 millions de morts dans le grand bond en avant chinois, rattrapés en 4 ans. Hein, je veux dire, c'est rien. Hein, je veux dire, c'est à peine une cicatrice. Hein. Donc c'est ça qui a été la caractéristique majeure de notre développement, avec donc des nations qui ont été à la fois des nations démocratiques ou de masse, parce qu'on ne peut pas dire non plus que l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie aient été démocratiques, mais c'était des nations de masse, hein, qui comptaient sur le peuple. En tout cas pour leur mobilisation. Je veux dire, ils comptaient sur les soldats. En même temps que ce furent des nations prospères, inventives, créatrices et en croissance. Et donc, voilà, hein, nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons à mon avis, très clairement, les débuts des contours de nouveaux dogmes religieux qui s'affirment. Alors j'y place, vous allez voir, l'antiracisme, l'écologisme, etc. Mais ces dogmes religieux ne s'attaquent pas à un empire ou ne prennent pas la suite d'un empire, comme dans le cas du christianisme et de l'Empire romain, comme dans le cas du bouddhisme et de l'Empire chinois des Han, comme dans le cas du sunnisme et de l'Empire abbasside. Ces nouveaux dogmes religieux s'attaquent directement à des États-nations et le choc est beaucoup plus sévère. Il est beaucoup plus sévère parce que les valeurs des États, alors que les valeurs des empires préparent les valeurs des religions, en particulier la paix et l'universalisme, hein, les valeurs des États-nations ne sont pas les valeurs de la religion qui s'amorce. Hein, parce que nos sociétés démocratiques ne sont ni nécessairement universalistes, ni nécessairement pacifiques. Les démocraties ne sont pas pacifiques. Elles l'ont montré très clairement dans l'histoire. Et donc, il y a entre ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, mais qui n'est tout simplement que la réaction de défense des États-nations, et le nouvel ensemble de valeurs et de dogmes que j'appellerais religieux, hein, pour les raisons que je vous ai dites à propos de l'antiracisme, il y a un choc beaucoup plus violent, à mon avis, choc idéologique, hein, pour l'instant, les violences ne se sont pas manifestées sous la forme d'une guerre civile, hein, mais un choc beaucoup plus violent entre l'Empire romain et le christianisme. Parce que là, ça coule, hein, si vous voulez. C'est les mêmes valeurs, hein, que le christianisme défendait et que l'Empire romain avait imposé pendant 3 ou 4 siècles de son existence. Hein. Donc voilà, hein, je n'ai pas les moyens et je me refuse à aller plus loin que ça. Hein, je veux dire, c'est déjà évidemment beaucoup, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Réellement. Voilà. Merci beaucoup. Le débat est ouvert, bien sûr. Je vous en prie. Nous passerons de temps en temps la parole à ceux qui nous écoutent en visioconférence, et notamment à l'un d'entre eux qui m'a envoyé 2 questions qu'il compte poser à notre invité. Mais si vous voulez commencer, je vous en prie. Alors, si vous ne commencez pas, c'est moi. Ah bah oui, ça, il va. Ça... Ah, oui.
Alors, voilà, ce sont deux questions de Dominique de Cherf. D'accord. La première, je lis en fait. Le projet du livre m'a fait penser à celui d'Oswald Spengler, il y a juste 100 ans, Ouais. Le déclin de l'Occident. La culture arabe, entre guillemets, selon ce dernier, rappelle le concept de bédouinisation de l'ouvrage de M. Martinez-Gros. Pourquoi celui-ci ne se réfère-t-il jamais, ne serait-ce que pour le réfuter, à Spengler? Ainsi, initialement, Spengler fait sortir le christianisme comme l'islam et le judaïsme babylonien de l'Empire perse. Ce n'est que plus tard que le christianisme, tel que nous l'avons longtemps connu, est sorti, entre guillemets, de l'Empire romain. Ce qui pose la question dans l'ouvrage de M. Martinez-Gros, où est passé le judaïsme, sauf s'il répond que ce n'est pas une religion universelle, ce que l'on contestera. Voilà. Bon, mais alors Spengler, ou le judaïsme d'abord, oui, non, c'est tout simplement parce que là vous n'êtes pas en présence d'une religion impériale, bien sûr, enfin d'une religion dont on puisse dire qu'elle est dans la continuité d'un des grands empires du monde, et c'est une religion fort intéressante, mais j'y participe un peu, mais qui n'a dû son existence, sa durée, et de servir de référence qu'au succès extraordinaire de deux religions qui l'ont prise pour modèle, ou qui l'ont prise pour point d'origine, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Le judaïsme n'existerait probablement plus, toute persécution confondue, si le judaïsme et l'islam n'existaient pas. D'ailleurs, on a un exemple, c'est la communauté juive de Kaifeng en Chine, qui a disparu juste avant que les jésuites ne réussissent à l'atteindre lorsqu'ils sont arrivés en Chine au XVIIe siècle, à la fin de l'époque, à la fin de la dynastie des Ming. Ils ont été évidemment passionnés par cette communauté juive qui avait vécu dans le plus parfait isolement, évidemment par rapport au monde méditerranéen, mais cette communauté s'est éteinte tout naturellement dans l'indifférence à peu près générale de la Chine, tout simplement, des Chinois, tout simplement parce que la culture chinoise, parce que la civilisation chinoise ne faisait aucune référence précisément au judaïsme. L'intérêt du judaïsme, c'est que tant le christianisme que l'islam, le christianisme plus que l'islam bien entendu, font référence au judaïsme. Voilà, c'est ça la grande... c'est ça le grand succès du judaïsme. Le succès du judaïsme est dans ses enfants, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Spengler, oui, bien sûr, Spengler. Toynbee, bien sûr. Mais Toynbee avait lu Ibn Khaldoun, Spengler mal, très, très évidemment. Et non, le millénaire arabe n'a rien à voir avec la bédouinisation, mais alors absolument rien. Spengler divise l'histoire humaine en 4 millénaires, autant que je me souvienne. Il ne fait pas grande place à la Chine. Le millénaire égyptien, le millénaire grec, le millénaire arabe, qui commence à Dioclétien, qui commence avec l'Empire romain, et le millénaire occidental. Et vous savez, le thème de Spengler, qui est très proche de celui de Bergson, enfin que Bergson lui a fauché, enfin non, on ne sait plus lequel a fauché à l'autre, enfin ça n'a aucune espèce d'importance, c'est que une grande civilisation est créée, c'est très allemand, c'est de la pensée allemande du XIXe siècle, est créée par l'Urgrund, le sous-sol d'une culture qui plonge ses racines au-delà de l'histoire, au-delà du temps, dont la mémoire est conservée par l'écrit. Il y a quelque chose d'infiniment intime dans la formation d'une culture, que cette culture soit celle des Égyptiens, que ce soit celle des Grecs ou que ce soit celle des Arabes. Et puis,
cette culture, par son succès même, s'étend, se répand et devient ce que Spengler appelle une civilisation. Il utilise naturellement le mot français, civilisation, hein, par opposition à Kultur, au mot allemand, qui est la culture authentique dans sa force. C'est la Grèce devenant Rome, c'est-à-dire pour lui, évidemment, un déclin. Hein. La civilisation est à la fois une expansion et une dilution de ce que la culture originelle, grecque en l'occurrence, dans le cas que j'ai choisi, apportait d'absolument original et d'absolument incomparable. Hein. Elle devient d'une civilisation, c'est-à-dire quelque chose que des peuples qui n'ont rien à voir avec cette culture originelle vont désormais partager, mais ils le partagent mal, bien sûr. Ils affaiblissent la culture originelle, grecque en l'occurrence, par le poids de leur propre tradition, et ils finissent par la diluer totalement. Alors, dans cette idée de dilution, il y a peut-être effectivement quelque chose que vous retrouveriez chez Ibn Khaldoun. Hein. Et Spengler n'est pas totalement... c'est un des penseurs les plus proches, enfin, d'Ibn Khaldoun sous cet aspect-là. C'est-à-dire qu'Ibn Khaldoun, lui aussi, donne, mais c'est pas l'aspect d'Ibn Khaldoun qui m'a le plus intéressé, mais pour Ibn Khaldoun, oui, il y a les Arabes, c'est eux qui ont fondé l'islam, l'islam est leur religion, et puis ils ont laissé ils ont laissé la place à d'autres dans l'islam, et dès lors, l'islam n'est plus ce qu'il était, pour ne pas dire que l'islam n'existe plus. Hein, il est possible que Ibn Khaldoun ait pensé par moments que l'islam n'existait plus. C'est assez étrange, hein, mais que dès lors que les Arabes n'y avaient plus de part, n'y avaient plus de rôle, cette religion qui était fondamentalement à ses yeux celle des Arabes, parce qu'il lie le projet politique et le projet religieux, lui, cette religion n'existe plus. En tout cas, elle n'existe plus telle qu'elle a été créée et telle qu'elle était dans sa pureté originelle. Et là, il est Spengler. C'est pas cet aspect-là chez Ibn Khaldoun, je le connais, mais c'est pas cet aspect-là chez Ibn Khaldoun qui m'a intéressé, hein, comme vous l'avez remarqué. Mais voilà, il y a ça, il y a Spengler. Ouais. Alors, je vous lis la deuxième question qui porte sur la question noire, entre guillemets, oui. Qui est aux pages 177, oui. 179. Oui. L'Amérique sait que la question noire n'a pas de solution et n'en cherche plus, que vous venez de dire. Oui. Et donc l'antiracisme devient la nouvelle religion parce que la question ne veut pas avoir de traduction politique. Je passe sur le parallèle qu'il fait avec la question du genre. Je vois plutôt un parallèle dans l'histoire avec la question juive. Je comprends bien que M. Martinez-Gros regrette cette évolution, mais comment y répondre ? Comment répondre ? Non, je crois que c'est un phénomène à peu près anthropique. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Alors, comment y répondre ? Je veux dire, simplement pour nous, dans la mesure où l'évolution n'est pas encore accomplie, si on y tient, mais est-ce qu'on y tient ? Défendre l'État-nation, hein, qui est lié à la démocratie. Mais est-ce que nous tenons à la démocratie ? Est-ce que nous tenons à la démocratie plus qu'à d'autres choses, comme par exemple la pacification ? La démocratie, c'est le combat, hein. C'est embêtant, c'est lourd, c'est la mobilisation, c'est la prise en main des responsabilités. Il n'est pas sûr que nos contemporains aient envie de ça. Hein. Mais toute la question est là. Si, pour éviter les évolutions impériales ou religieuses, on a tous les moyens. Hein, on a même les institutions pour nous. Hein, on a le vote, on a le fait que c'est dans des cadres, encore pour l'essentiel nationaux, que notre destin s'accomplit. Si on veut qu'ils ne soient pas vidés de leur substance, eh bien, disons-le. Mais je ne suis pas sûr que tous nos contemporains soient tout à fait certains que ces cadres nationaux soient si utiles que ça. Et je crois qu'un bon nombre d'entre eux, en particulier parmi les plus jeunes, préfèrent les cadres impériaux ou les cadres religieux, hein, c'est-à-dire ils préfèrent finalement ce qu'on appelle souvent l'état de droit,
qui est assez souvent, et de plus en plus souvent, une négation de la souveraineté populaire. Je suis très, très frappé, comme vous sans doute, du mépris dans lequel les décisions souveraines, les votes populaires sont tenus désormais dans les médias de façon presque ouverte. Hein, je veux dire, bon, l'Italie a voté, rien à foutre. Bon, mais ça fait rien. Bon, je veux dire, oui, ils ont élu une tordue, là, bon, bon, mais on va lui tordre le bras, justement, en 2 temps, 3 mouvements. La communauté européenne va l'obliger à faire ce qu'elle doit faire, etc. Hein. Et on vous le dit ouvertement. Il n'y a plus aucune vergogne, hein, c'est comme ça. Bolsonaro risque de gagner les élections, je ne pense pas qu'il les gagne, mais allez, mettons, il risque de les gagner. Que pensez-vous que la bonne presse rapporte? Que les Brésiliens sont des abrutis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre explication. Les Brésiliens sont des abrutis. Les Américains votent pour Trump ou pour ceux qui le soutiennent, c'est que ce sont des abrutis. Et peu à peu s'installe l'idée que la souveraineté populaire et que le vote ne servent à rien. Très, très, très clairement. Hein, je veux dire, bon, si, je ne sais pas quelle est l'opinion de M. Deschers sur le sujet, mais si vous voulez sortir de cette impasse, il faut pour le moins penser ou continuer à penser que le vote populaire sert à quelque chose. Et qu'il est, non seulement il sert à quelque chose, mais qu'au bout du compte, c'est lui qui décide. Je vous en prie. Alors, Francis, et ensuite... oui, Francis. Alors, j'avais une question par rapport aux institutions. Oui. Vous parlez de l'Empire et de la religion, donc j'avais une question par rapport au clergé. Quelle était sa place dans les empires que vous citez, et quelle est sa persistance en fait dans les religions post-empire? Et j'avais surtout une question par rapport au protestantisme, dans lequel le peuple est lui-même son clergé. C'est son... Oui. Oui, alors ce sont des questions qui n'interviennent que peu à peu avec le temps. La pointe, le spearhead, la pointe de la lance du christianisme antique, ce sont les moines. C'est pas le clergé. Alors, il y a des évêques, hein, bien sûr. Une des choses caractéristiques, puisque nous sommes en France et que Lyon était alors la capitale des Gaules, une des grandes caractéristiques que souligne très bien Peter Brown, le grand spécialiste de l'Antiquité tardive de l'Empire romain, c'est qu'une large part des communautés chrétiennes se recrutent parmi les étrangers, dans les villes. J'entends par étrangers, non pas les étrangers à l'Empire, mais les étrangers de l'intérieur de l'Empire, les immigrés d'autres régions de l'Empire, et en particulier, par exemple, à Lyon, Saint-Irénée, qui était le premier évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, sous le règne de Marc Aurèle, était grec. Hein, et la plupart de ceux qui étaient présents là, dans les premières communautés chrétiennes, étaient de langue grecque. Hein. C'est très clair lorsque les premiers magistrats romains mènent sous Marc Aurèle justement la première grande persécution antichrétienne. Ils vont chercher, ils savent où chercher. Hein. Ils vont chercher dans les milieux immigrés. Hein. Ils vont chercher dans les milieux de langue grecque de la ville. Mais les grandes villes romaines, alors Rome n'en parlons pas, mais Alexandrie, Antioche, sont c'est là que l'Empire joue tout son rôle de rupture des horizons, hein, sont des tours de Babel. Donc voilà, hein, les moines d'abord, hein, les moines, plus que le clergé, oui, absolument. Mon autre question, c'était du coup par rapport au protestantisme. Ah, protestantisme, oui, ça vient tard, hein, c'est comme vous le savez. Non, ce que je dis du protestantisme en 2 mots, hein, c'est la fin de l'universalisme catholique. C'est la fin de quoi qu'il en soit, non pas que le protestantisme soit par définition un anti-universalisme, mais de fait, dans l'histoire de l'Europe, il s'est présenté ainsi. C'est-à-dire que ce sont des pouvoirs laïques
qui ont protégé Luther. Ce sont des pouvoirs laïques en Allemagne ou en Suède ou dans les pays scandinaves qui ont pris les premiers le parti du protestantisme. Et encore au XVIIe siècle, dans la Grande Guerre, bon, on peut dire celle qui commence en 1618 et qui se termine en 1648, la Grande Guerre entre catholiques et protestants, l'aspect catholique, justement, universel, même si le camp catholique est surtout soutenu par les armes de l'Espagne, le caractère universel, démontré ou dit universel, est du côté catholique. Et les protestants se lovent davantage dans les États existants. D'où d'ailleurs mais Bertrand en parlerait mieux que moi, la réaction anticatholique paradoxale, apparemment paradoxale, de ceux qui refusent cette forme d'universalité qui rompt jusque avec l'autorité du pouvoir royal, etc. Hein, je veux dire, bon, c'est Ravaillac, c'est Épernon, c'est etc. Je veux dire, entre la monarchie française et le catholicisme, il y a, à cause même de l'universalisme du combat catholique, une tension constante qui va conduire d'ailleurs à la défaite du camp catholique, parce que la défaite du camp catholique qui est majoritaire en Europe et qui est plutôt plus dynamique que le camp protestant au XVIIe siècle, grâce aux jésuites et à d'autres, cette défaite, elle est due essentiellement à la rivalité entre la France et l'Espagne. Hein. Quand c'est l'Espagne qui a la charge, ou qui est en première position, la France lui tire dans les pattes. Et quand la France prend sa place après 1648 et devient à son tour le chef du camp catholique, hein, sous le règne de Louis XIV, l'Espagne lui tire dans les pattes, évidemment. Hein, lui rend l'appareil. Hein, ça dit aux puissances protestantes contre l'hégémonie française. Je vous en prie. Merci. J'avais deux questions. La première, c'était sur les religions d'empire. Est-ce que pour vous, ça reste une catégorie de religion ou bien c'est quelque chose... Non. Je réponds là. Oui, non. Les religions suivent l'Empire. Alors, la religion idéale de ce point de vue, c'est le christianisme, parce que l'Empire ne s'est jamais reconstitué. L'Empire, dans ses conditions réelles, telles que Ibn Khaldoun le décrit, l'impôt lourd, une autorité d'État presque écrasante, une capitale gigantesque, etc., tout ça n'existe plus en Europe après la disparition de l'Empire romain et de la fiscalité de l'administration romaine dans le haut Moyen-Âge, au 6e, 7e siècle. Et l'Occident va partir sur des voies complètement différentes, extraordinairement créatives, hein, justement, extraordinairement nouvelles. Et l'Église est son seul principe d'unité, c'est-à-dire que l'Église n'a pas d'empire en face d'elle. Bon, c'est merveilleux pour elle. La deuxième position, chacune des trois empires et des trois religions a une position particulière. La deuxième position, c'est celle de la Chine, où au contraire, l'empire est rétabli par les Tang. Le bouddhisme demeure la religion des Tang, et pendant 3 siècles, il y a 2 siècles et demi, 2 siècles, pas plus. Il y a une sorte de coexistence entre le bouddhisme et la religion des Tang. Et puis, il y a conflit brutal entre l'Empire restauré et la religion bouddhiste qui va aboutir sous les Song à l'expulsion du bouddhisme des cercles du pouvoir. Il demeure évidemment dans la religiosité populaire, mais il est exclu du pouvoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que la religion, c'est l'Empire en échec. Et quand l'Empire n'est pas en échec, eh bien, la religion entre en conflit avec l'Empire. Et c'est la même chose, en fait, dans l'islam. Alors, le sunnisme s'est constitué contre l'Empire, s'est constitué contre l'Empire abbasside en particulier. Lorsque l'Empire ressurgit au XVIe, enfin, des rejets d'Empire, reprennent force au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, en l'occurrence l'Empire ottoman, ou l'Empire moghol, la relation entre l'État islamique, l'État musulman, l'État ottoman, l'État moghol et la religion est, pour l'essentiel, extrêmement tendue. L'État prospère en particulier parce que
je le dis là dans quelques phrases, mais sans trop y insister, parce que personne n'y insiste jamais dans l'histoire de l'islam, alors que ça me paraît tout à fait décisif. L'État prospère, l'Empire prospère, en grande partie parce qu'il domine une large part de population non musulmane, dont il se sert énormément pour, comment dire, limiter les ambitions et l'hostilité d'ailleurs du sunnisme. De la religion sunnite. Donc il y a entre l'Empire et la religion une continuité, mais quand les deux coexistent, en général ça ne va pas du tout. Il y a une question de pouvoir, il y a une question de... l'Empire a un territoire, il en défend les frontières, la religion n'a pas de territoire, elle ne défend pas de frontières. Lorsque l'empereur Valens est tué à Andrinople en 378, les deux adversaires, l'empereur romain bien sûr, mais aussi ses adversaires goths qui sont en face de lui, sont chrétiens les uns et les autres, et l'Église prend à peine parti pour l'un contre l'autre. Et ça, c'est intolérable pour l'Empire. J'avais aussi une question en vous écoutant, je pensais à un livre de Peter Sloterdijk, qui date un peu, qui était son livre sur la globalisation, le palais de cristal, qui a 15 ans déjà maintenant, si je ne me trompe pas. Non, mais on se parlait de Spengler il y a un instant, il y a 100 ans, donc 15 ans, c'est... Il faisait l'hypothèse qui trouverait des arguments contradictoires, qu'avec la globalisation, il y avait une espèce de saturation du globe qui empêchait en fait tout unilatéralisme. Oui. Avec derrière l'idée qu'il n'y avait plus la possibilité qu'un nouvel empire émerge et qu'il y ait des mouvements aussi importants que les naissances d'empires qu'on a connus dans l'histoire. Avec cette idée aussi, mais qui va plutôt dans votre sens, qu'on allait observer une sorte de cristallisation des systèmes religieux qui allait rester en place. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait alors avoir vraiment une nouvelle religion, ou bien est-ce que ça serait une sorte de variation plus ou moins hérétique sur des systèmes qui seraient immobiles, quoi, d'une certaine manière? Je crois que les anciennes religions joueront un rôle. Je crois que les anciennes religions jouent un rôle, même si elles s'adjoindront à mon avis, effectivement, des dogmes nouveaux, comme l'antiracisme, par exemple. Le christianisme est parti très fort d'ores et déjà dans ce domaine. Il a une longueur d'avance par rapport à d'autres. Et donc, voilà, ou bien, effectivement, la considération de la sacralité de la nature, c'est-à-dire non pas seulement une écologie politique, nous allons réduire d'ici 30 ans, de 20%, les émissions de gaz à effet de serre, etc., mais une sacralisation de la nature, une compression des activités humaines, une contrition, en quelque sorte, des activités humaines. Voilà. Mais on peut parfaitement concevoir que ces dogmes nouveaux entrent dans les vieilles religions. Et en particulier, je pense, s'il faut en choisir deux, plutôt le bouddhisme et le christianisme. Les deux autres, pour l'instant, je veux dire l'islam bien sûr, tel que le définissent de plus en plus malheureusement les mouvements islamistes ou djihadistes, et l'hindouisme, me paraissent avoir des intérêts politiques ou prendre des intérêts politiques. Et autrefois, l'islam n'en avait pas tant que ça. Au contraire, je veux dire, le sunnisme a été une des premières versions religieuses à refuser absolument le pouvoir d'État. Enfin, il y a une séparation, contrairement à ce qu'on dit quelquefois sur l'absence de séparation dans l'islam entre le politique et le religieux, c'est juste le contraire. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, effectivement, tel que le conçoivent les islamistes ou les djihadistes, l'islam est très engoncé dans le monde. Il est très présent dans le monde, et donc il prend des risques politiques et historiques. Ce qu'on voit en Iran, bien sûr, aujourd'hui. Je veux dire que si le régime tombe aujourd'hui en Iran, sauf très grande surprise, il y aura, je ne pense pas d'ailleurs qu'il tombe, mais enfin bon, mettons, on ne sait jamais, certains commencent à y croire, en tout cas parmi les Iraniens de Paris, il y aura une vague anti-musulmane, c'est évident.
Je veux dire, l'islam s'est installé, enfin le régime a installé l'islam comme la doctrine du régime. Si le régime tombe, sa doctrine tombera aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement non pas seulement une vague anti-islamiste contre le régime et je ne sais quoi, mais contre l'islam tout simplement. Hein, c'est clair. Donc, plus vous mettez de mise en ce monde pour les religions, et plus vous prenez de risques, hein, évidemment, historiques. Nicolas. Merci pour cette conférence. Quel lien vous faites entre l'affaiblissement d'une forme d'empire actuelle, comme vous nous en avez parlé, l'arrivée d'une nouvelle religion, et de l'autre côté, le déclin de la religiosité dans un tas de parties du globe, que ce soit l'Europe, c'est clair et net, et même à certains endroits en territoire musulman, que ce soit par exemple la Tunisie, l'Iran, et ainsi de suite. Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que les vieilles religions sont un peu, encore que, hein, je veux dire, en particulier le christianisme en Asie orientale fait des percées tout à fait remarquables, hein, en Chine, en Vietnam, en Corée bien sûr, où quasiment les chrétiens sont devenus majoritaires, semble-t-il, hein, en Corée du Sud. Mais c'est vrai que les vieilles religions sont un peu vermoulues, mais précisément de nouveaux dogmes peuvent leur apporter une jeunesse nouvelle. Voilà. Dans la mesure, vous savez, je fais ma conclusion sur un livre de 1927, c'est pas tout nouveau, j'ai raté Spengler, mais pas celui-là, de Julien Binda qui s'appelle La trahison des clercs. C'est intéressant parce que en 1927, Binda, qui a été formé par l'affaire Dreyfus, qui est juif, dit c'est la catastrophe des catastrophes. Il a déjà 34, il a une soixantaine d'années, hein, donc il a son temps est compté. En fait, il va vivre encore presque 30 ans, hein, il meurt à presque 90 ans, mais il dit c'est la catastrophe des catastrophes, c'est fini, la civilisation est finie. Pendant 2000 ans, il y a eu ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire une institution qui était chargée de dire le bien et le mal. Alors on faisait le mal, mais du moins il y avait des gens pour le dénoncer, c'était les gens d'Église, et c'est bien. Alors, les gens d'Église, il oublie de le dire. Non, il le dit, parce qu'il est assez honnête intellectuellement. Il dit, les gens de l'Église n'avaient effectivement rien à faire de la manière dont les règles du bien et du mal étaient appliquées. C'était pas leur problème. Leur problème était de dire le bien et le mal. C'est ça l'Église, hein, c'est ça les clercs. Et puis, depuis quelque temps, à la fin du XIXe siècle, sous l'effet, évidemment, hein, on est en France, hein, en 1927, sous l'effet de la pensée allemande, qui a tout historisé, et son grand adversaire c'est Hegel, bien entendu, hein, sous l'effet de la pensée allemande, tout a été emporté par la vague de l'histoire. Tout ce qui est réel est rationnel, par conséquent tout ce qui est réel est bon, en quelque sorte, hein, c'est ainsi que la plupart des gens l'ont traduit, et donc non seulement on ne dénonce plus le bien et le mal, mais dès lors que le mal a triomphé, on lui attribue tous les mérites du bien. Et il pense évidemment à la fois aux deux grands historicismes du siècle qui sont alors en pleine expansion, c'est-à-dire le fascisme, qui est alors seulement italien, puisque le nazisme est à venir, et le communisme, évidemment. Voilà, c'est ça c'est ça le problème. Hein, c'est-à-dire, le problème c'est celui de Binda. Hein, c'est-à-dire, je vais vous dire, mieux, en 1956, 57, la trahison des clercs est rééditée après la mort de Binda, et c'est Etiamble, quelqu'un que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais nous connaissons vaguement, qui réécrit, qui préface le livre et qui le publie, et qui dit « Binda avait tort d'être aussi pessimiste, les clercs reviennent. Les clercs reviennent, regardez la guerre d'Algérie. » Parce que nous sommes en pleine guerre d'Algérie. 1957, c'est la guerre d'Algérie. Il y a des gens qui, plutôt que de dire nous devons gagner la guerre, ont dit
quelle est la justice de la cause? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que cette justice va nous faire perdre la guerre? C'est possible, mais ça n'a pas d'importance. Et ceci, c'est une pensée d'Église. Ceci, c'est une pensée de clerc, au sens de Benda. Hein? Sartre, c'est le clerc par excellence. Hein? C'est-à-dire celui qui dit la torture était insupportable en Algérie et la colonisation aussi. Comment? Mais la France va perdre, ce que lui répond même Camus, hein? Camus, dans ses textes sur l'Algérie, les chroniques algériennes, 1958, il est publié en 1958, dit à plusieurs reprises, oui, mais enfin, quand même, les intérêts de la France, d'une part, on va laisser la place à d'autres puissances, alors il pense à l'URSS à l'époque, hein, inutilement, bon, enfin, je veux dire, il y a quand même une œuvre française en Algérie, mon Dieu, aujourd'hui, plus personne n'oserait dire ça, mais Camus le dit, hein, bon, et en gros, ça, lui répond, je n'en ai rien à faire. Les principes meurent l'Algérie, meurt même la France. Les principes doivent demeurer. Hein, voilà, ça c'est une attitude de clerc. Hein, c'est ça une religion. C'est-à-dire, oui, je n'ai pas la solution. Enfin, plutôt non, je n'ai pas la solution, c'est vrai, je n'ai pas de solution pratique, mais je sais quels sont les principes, et je les énonce. Les principes vont à l'encontre de la solution pratique, tant pis pour la solution pratique. Hein, ce sont les principes qui comptent. Il ne faut pas croire que l'attitude religieuse soit une attitude molle. Hein. Elle ne l'a jamais été dans le cours pratiquement des 15 siècles du christianisme. Hein. Le christianisme a profondément embêté les pouvoirs en place, précisément par son souci y compris dans les croisades, hein. Je veux dire, vous prenez Constantinople, magnifique étape sur la route de Jérusalem. Hein, ceux qui ont fait cette 4e croisade se sont emparés de Constantinople, vont dire au pape, fantastique. Hein, là, maintenant, on a une continuité totale, hein, de la route depuis la Sicile jusqu'à Jérusalem. On n'a plus besoin de se faire de problèmes pour les approvisionnements, la logistique, parfait. Et le pape est tout près de les excommunier. Hein, parce que Constantinople est une ville chrétienne et que, c'est un scandale. Vous avez détourné la croisade qui est faite à la limite pour se battre contre les musulmans, mais surtout pour reconquérir Jérusalem, qui est notre bien. Hein, c'est simplement pour reconquérir notre bien que nous faisons la croisade. C'est pas pour faire la guerre, hein, et c'est pas pour organiser la guerre selon vos petits principes de logistique ou de je ne sais quoi. Hein. Voilà, c'est pendant à de très nombreuses reprises, l'Église a joué le rôle des clercs selon Benda, c'est-à-dire, les religions ont joué le rôle des clercs selon Benda, c'est-à-dire, peu importe l'action politique qui est au total secondaire, hein, ce qui compte, ce sont les principes. Et quand vous en êtes là, à cette opposition de l'action et du principe, vous êtes dans un monde religieux. Voilà, bon, c'est... Encore une question ou deux même très rapide alors. Oui, alors il y a Pierre-Henri et Alain. Alain Vagier et puis Pierre-Henri après. Moi, en fait, c'est une précision pour être sûr de l'interprétation qu'il faut donner à votre ouvrage. Vous avez décrit, alors d'abord vous avez commencé par caractériser l'Empire par sa conséquence, la production d'une religion universelle. Ensuite, vous avez décrit un processus historique. Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple, en partant de la religion chrétienne, l'Empire romain, vous avez évoqué, je crois, des royaumes combattants, qui constituaient un espace, et le système allait produire un moment, une pacification et une religion. Alors, ensuite, vous finissez d'ailleurs la conférence, c'est intéressant avec les nouveaux dogmes qu'on voit apparaître en Occident, qui sont presque des résurgences religieuses, mais sur un mode qu'on pourrait presque qualifier de dégradé ou de parodique. Alors, ma question c'était, finalement, pour vous l'Empire, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce processus, ou est-ce que
vous allez identifier une période que vous allez appeler stricto sensu l'Empire, et où tous les ingrédients sont réunis. C'est la période centrale, oui. C'est la période centrale. C'est la période centrale, oui. Pour le christianisme, quelle serait cette période? En gros, ah, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain, oui, oui. C'est le moment où l'Empire est constitué, où la République est évacuée, si j'ose dire, où le peuple romain commence à être désarmé. Alors, c'est les guerres civiles. Bon, ça commence donc vers... alors, c'est soit Marius Sylla, soit Pompée César. Mettons Pompée César, 48, Pharsale. Hein, bon. 48 avant Jésus-Christ, et ça va jusqu'à... je dirais, parce que c'est une date symbolique, 212, hein, c'est-à-dire le moment où l'édit de Caracalla fait pratiquement de tous les citoyens, de tous les hommes libres de l'Empire, des citoyens romains. C'est-à-dire qu'en réalité, il déclare que la citoyenneté romaine n'a plus aucune importance. C'est une période très courte. Hein? Oui, enfin, très courte, ça fait 250 ans. Hein. Mais avec des effets qu'on voit sur 1500 ans. Plus que ça. Ben oui, c'est l'Empire, quoi. Oui, oui, ça, vous savez, c'est un point, c'est rare un empire. C'est une chose. Il faut bien voir que l'unité moyenne dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'unité de la cité grecque, par exemple. Hein. Je mets de côté Athènes, qui est une cité géante, mais l'île grecque moyenne dans laquelle vivent, qui est l'entité politique dans laquelle vivent la plupart des Grecs, hein, c'est entre 5 et 10 000 habitants, hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ. 500 ans plus tard, ce qui n'est pas beaucoup, c'est 50 millions d'habitants. Voilà, c'est ça l'Empire. C'est quelque chose qui a... C'est une réalité bouleversante dont nous n'avons plus, c'était la question de monsieur, au fond, il y a un instant, dont nous n'avons pas l'idée du changement d'échelle, parce qu'il n'y a plus de changement d'échelle possible de ce genre, parce que vous multipliez par 10 000, quelque chose comme ça. Vous multipliez aujourd'hui la population de la France par 10 000, vous dépassez très largement la population mondiale. Donc nous n'avons pas d'idée d'échelle, d'une extension d'échelle de cette dimension. Et c'est ça l'Empire. Que ce soit l'Empire chinois, très probablement, l'Empire romain qu'on connaît mieux, enfin, moi je connais mieux, enfin, que tout occidental connaît un peu mieux. Hein? Aussi, un peu moins, de façon un peu moins spectaculaire, parce que d'autres empires avaient expliqué, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, d'autres empires avaient précédé. Donc, comment dire, le choc émotionnel de la constitution de cet énorme, ensemble a été moins nouveau. Moins nouveau. On connaissait des exemples d'empires de cette dimension, voire même d'une dimension un peu supérieure, parce que la peste était passée par là. Et donc, l'empire musulman, dans son apogée, était un peu moins peuplé que l'Empire romain, plutôt 40 millions que 50-60 millions. Voilà. Et l'apogée dure moins. Il est plus fragile. Alain, une ultime et très brève question, s'il te plaît. Oui, en fait, j'avais une question, une remarque. La remarque, c'est vous présentez les clercs comme étant toujours extrêmement rigoureux par rapport aux valeurs qu'ils défendent. Bon, l'histoire a quand même montré qu'ils se sont parfois... Ils ont des faiblesses, oui. Largement accommodés des réalités. Bon, je ferme la parenthèse. Non, si j'ai mal interprété, vous me le direz, bien sûr, mais j'ai eu l'impression que vous liez la productivité à la quantité, au nombre. Et vous citiez l'exemple d'une classe en disant que s'il y a plus d'élèves, mais ça ne tient pas uniquement à la quantité, ça tient aussi à la qualité des élèves qui sortent de la classe et de ce qu'ils n'ont pas dans la tête. C'est sûr, c'est ce que répondent en général ceux qui disent qu'il n'y a pas de vraie baisse de la productivité. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Simplement,
en termes strictement comptables, et il y a un moment où on doit en venir aux termes strictement comptables tout de même, parce que bon, en termes strictement comptables, c'est une question d'emploi de main-d'œuvre, de quantité de travail globale dont dispose la société et la manière dont elle le répartit. Si vous répartissez la quantité de travail global en faveur, par exemple, et vous ne pouvez guère faire autrement. Effectivement, je le comprends bien dans la situation actuelle, en faveur de l'enseignement, de la médecine, du care, de l'aide aux personnes âgées, etc. Ben oui, d'accord, mais qui est-ce qui va... Vous savez, pour raccompagner la vieille Madame Dupont, j'ai fréquenté beaucoup les maisons de retraite, hélas, bon, ça m'est arrivé pour amener quelques-uns de mes vieux parents et jusqu'à leur dernière demeure. Pour raccompagner la vieille Madame Dupont qui ne se tient pas sur ses jambes à sa chambre, il faut toujours le même temps. Et c'est ce temps qui mesure la productivité. Hein, vous n'avez aucun gain de productivité possible, à moins d'inventer des machines nouvelles. Alors, vous asseyez Madame Dupont sur une chaise roulante et ça va tout de suite un peu mieux. Sauf qu'il faut attendre devant l'ascenseur parce que bon, tout le monde prend l'ascenseur en même temps après le repas, etc. Ben, je veux dire, les gains de productivité sont très difficiles. Hein, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas d'Elon Musk, hein. Une personnalité remarquable par ailleurs, j'aime beaucoup. Mais le monde d'Elon Musk, c'est pas celui des maisons de retraite, et c'est le monde des maisons de retraite qui va dicter probablement donner le là de notre économie. Hein. D'ailleurs, bientôt j'y serai. Non, vous reviendrez avant absolument vos livres. Chers amis, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec Tallinn Termination pour parler de Gorbatchev. Hein? Il y a un livre sur Gorbatchev et donc on reparlera de la question de l'Empire. L'Empire, bien sûr, bien sûr. À très bientôt.